Bah, tiens, en vrai, on peut continuer avec la liberté de la presse en France, avec comment Retailleau prépare lui aussi le 10 septembre. Parce que sur Blast, il y avait une chercheuse du CNRS, une historienne qui était interviewée et qui disait un truc assez intéressant, c'est que les Gilets jaunes, ils ont créé l'effet de surprise. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, vraiment, le gouvernement s'est retrouvé en mode il y a ce truc qui s'est organisé, c'était sous nos radars et on n'avait pas remarqué, tu vois. Donc il y a eu un truc où ce qu'on fait les Gilets jaunes qui ne se passe pas en fait avec le 10 septembre, c'est la spontanéité. Là, le 10 septembre, c'est annoncé depuis un moment, t'as beaucoup de discours en amont avec les politiques qui se positionnent dessus, etc. C'est un truc qui est annoncé et donc qui va pas avoir la même spontanéité que les Gilets jaunes. Et donc ça veut dire que chacun se prépare. À la fois Bayrou en annonçant de fait sa démission, mais en annonçant le vote de confiance blabla à l'Assemblée nationale, avec tous les trucs qu'on a en ce moment sur la chute du gouvernement, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que le PS va rentrer au gouvernement ou pas, enfin bref, tous les trucs. Il y a eu la loi sécurité globale entre les deux. Oui, que depuis les Gilets jaunes, t'as une nouvelle loi sécurité globale. En fait, il y a une flopée de lois qui sont passées en fait depuis les Gilets jaunes, même avant les Gilets jaunes en vrai, depuis la loi travail, pour renforcer toute la latitude de l'État de réprimer le moindre mouvement social. Et donc là, le 10 septembre se prépare et pour la préparation du 10 septembre, Retailleau a rendu sa petite copie et a sorti son schéma national des violences urbaines. Donc les violences urbaines, ça veut dire les manifestations, les révoltes, et notamment c'est dans le contexte, en gros, c'est dans le contexte suite aux révoltes urbaines qu'il y a eu suite au meurtre de Naël, où Retailleau a mis en place plusieurs petites lois et protection des policiers, etc., pour en fait garantir une répression plus efficace des mouvements sociaux. Et donc, dans le sujet de la liberté de la presse en France, décidément, en douce, le ministère de l'Intérieur interdit les journalistes en manifestation. Donc le ministère de l'Intérieur... Et donc ça, c'est en préparation du 10 septembre, les gens. C'est vraiment en mode, vous inquiétez pas que ça va concerner les... Parce qu'en fait, c'est quoi des émeutes urbaines? C'est quoi des violences urbaines? Bon, parfois, t'as des gens qui sortent qui vont tout péter. Mais très, très souvent, quand les manifestations classiques, comme je pense notamment les manifestations contre la réforme des retraites, par exemple, finissent en violence urbaine, c'est généralement que la police est allée exciter cette violence. C'est que la police a commencé à charger, à balancer des lacrymos, notamment une des doctrines de maintien de l'ordre qui a été mise en place, c'était à l'époque du préfet l'allemand, qui porte décidément très très bien son nom, là, avec sa tête de nazi et son immense képi, c'était de couper les cortèges. Donc en gros, tu étais dans un cortège de manifestation, et là d'un coup, les CRS coupaient le cortège en deux, comme ça, gratos. Et généralement, du coup, quand t'as une charge de CRS pour couper un cortège en deux et que t'étais en train d'avancer, ça crée des clashs, ça crée des heurts. Il y a les gens qui juste simplement essayent de repousser les flics en mode qu'est-ce que vous faites, vous chargez contre nous, etc. Des gens simplement qui se retrouvent dans le truc et qui justifient que les flics se mettent à gazer. Et en fait, moi j'étais dans plein de manifestations. Merci Ornex pour le Prime. J'étais dans plein de manifestations où on était dans le cortège syndical et dans le cortège politique et où le cortège syndical se fait couper en deux parce que généralement quand il y a des heurts, c'est avec le cortège de tête, avec quand t'as des totos devant et puis globalement le tout venant des gens qui se mettent en tête de la manif parce que ils savent pas trop qu'il faut aller en arrière. Très souvent, c'est vraiment le mélange, le cortège de tête, c'est le mélange des gens qui sont un peu sans affiliation, c'est le mélange des totos, c'est le mélange des gens qui connaissent pas trop l'étiquette en manif, etc., etc. Et du coup, en fait, dans plein de manifestations où t'es dans le cortège syndical, qui d'habitude est un peu plus protégé, entre guillemets, et tu te retrouvais complètement sous les lacrymos, gazé, avec des violences et des CRS qui remontent la manif pour taper des gens, parce que comme ils avaient coupé le cortège au milieu, les gens s'étaient un petit peu rebellés, un peu en mode là, qu'est-ce que vous faites, laissez-nous tranquilles, est-ce que vous êtes en train de nous interdire de manifester, laissez-nous manifester tranquillement. Et du coup les policiers utilisaient ça comme justification d'aller tabasser des gens. Et du coup oui, ça se transformait en violence urbaine parce que la police était allé provoquer en fait les manifestants et était allé empêcher la manifestation. Parce que le principe du maintien de l'ordre, je le rappelle, c'est de maintenir l'ordre. Le principe des policiers en manifestation, c'est de protéger les manifestants. Contre notamment l'extérieur, contre des gens qui voudraient les empêcher, contre des gens, en fait, c'est de protéger le droit à manifester. En théorie, bien évidemment, en théorie. Mais du coup, en fait, en pratique, quand les gens qui sont censés sécuriser la manifestation se retournent contre toi, oui, ça crée des violences urbaines, en fait. Et c'est le schéma qui s'est répété globalement depuis la loi travail. Depuis les manifestations massives contre la loi travail, où ces nouvelles doctrines de maintien de l'ordre ont commencé à s'installer durablement dans le paysage français. Et donc le nouveau petit venu dans la doctrine du maintien de l'ordre, c'est donc le ministère de l'Intérieur vient de sortir son schéma national des violences urbaines, véritable mode d'emploi d'action-réaction des forces de l'ordre durant les émeutes. Donc les émeutes, un rappel, quand on parle d'émeutes, on parle aussi simplement de manifestations qui dégénèrent parce que la police les fait dégénérer. Au passage, le document valide l'interdiction de la presse,
lors de ces événements. Le syndicat des journalistes dépose un recours devant le Conseil d'État contre cette attaque en règle contre la liberté d'informer et d'être informé. Juin 2023, la France entière est en proie à des émeutes urbaines en réaction à l'assassinat de Nahel Merzouk, abattu à bout portant par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Le ministère de l'Intérieur a observé et a pensé depuis 2 ans un futur plan d'action pour guider les policiers sur le terrain lors d'émeutes ou de manifestations un peu trop vivaces. L'aspect imprévisible de ces émeutes, parce qu'encore une fois, il y a Nahel, mais il y a aussi les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'était des émeutes urbaines. En fait, qu'est-ce qui a fait que les gilets jaunes, c'était des émeutes urbaines? C'est qu'en fait, pour la première fois dans le schéma des manifestations, notamment, là je parle des gilets jaunes, l'aspect manifestation des gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes, il y a 2 types de gilets jaunes. Il y a les gilets jaunes de rond-point et les gilets jaunes type manifestation. Je dis pas que c'est les différentes personnes à chaque fois, mais c'est deux phénomènes, on va dire, de protestation politique différents et qui ont des différentes logiques. Tu manifestes pas de la même façon sur un rond-point que tu manifestes en centre-ville. Et en fait, les gilets jaunes, la nouveauté, c'était que pour la première fois, ils n'ont pas suivi en fait les cortèges de manifs habituels. On avait l'habitude des manifs République Bastille, République Nation en passant par Bastille. Genre ça poussait jamais sur la place de l'Opéra. En fait, c'était toujours cantonné à l'est, autour de République, Bastille, Nation. C'est vraiment cet axe-là qui est l'axe des manifestations. J'en sais quelque chose. J'y ai passé mon enfance. Et en fait, ce qu'ont fait les Gilets jaunes, c'est porter la manifestation dans les beaux quartiers, à des endroits où il n'y avait jamais de cortège de manifestation habituel. Et en fait, ce qu'ont fait les Gilets jaunes, c'est casser cette logique du cortège unitaire, identifiable, balisé et que la police peut réprimer comme il veut, mais en fait, aller déporter la manif ailleurs, aller faire des manifs volantes pour rejoindre les beaux quartiers, pour rejoindre d'autres types de cortèges, etc. C'est ce qui les a amenés sur les Champs-Élysées, dans le 8e, etc., etc. Et en fait, face à ça, les policiers se sont retrouvés totalement désemparés et c'est ça qui a fait que les Gilets jaunes ont été des émeutes urbaines. C'est parce que, comme les Gilets jaunes ont pété le dispositif policier, bah du coup, les policiers sont allés essayer de péter en retour le dispositif des Gilets jaunes, donc en fait, crever des yeux, etc., etc. Et donc là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que bon, il y a eu les Gilets jaunes. Ensuite, il y a eu Nahel et les révoltes urbaines pour protester contre la mort de Nahel et pour demander justice pour Nahel et pour sa famille. Mais il y a aussi le 10 qui arrive. C'est pas un hasard si Retailleau publie son fameux plan d'action à 6 jours du 10 septembre. D'une mobilisation qui mobilise déjà les services de renseignement, qui fait un petit peu flipper, où les syndicats sont en mode peut-être pas en fait, non on va pas appeler, alors que leur base est chauffée à blanc. Donc voilà, c'est en préparation du 10 septembre qu'ils sont en train de faire ça. L'aspect imprévisible de ces émeutes a mis les services de police nationale sous tension et mis en lumière la nécessaire adaptation des moyens urbains, matériels et des doctrines d'emploi, explique en préambule ce document de 52 pages constitué de tableaux, de graphiques, de modes d'opération exhaustifs. On y trouve un modèle de procès verbal sur la cartographie des opérations, des tableaux de suivi des effectifs, un modèle des transmissions, des fiches techniques, en veux-tu, en voilà. Une zone d'ombre pour empêcher les journalistes d'informer. Ce schéma national des violences urbaines, tel est son titre, semble avoir été conçu comme un guide pratique pour la gestion des violences urbaines. Donc appelez ça guide pratique pour la répression des mouvements sociaux. Parce que la raison pour laquelle les mouvements sociaux dégénèrent en émeutes, en violence urbaine, c'est aussi parce que normalement, comment dire, le fonctionnement à la chinoise d'une manifestation, non, le fonctionnement démocratique d'une manifestation, normalement, c'est qu'une manifestation, c'est l'expression d'un ras-le-bol, d'un blocage, etc. Et c'est censé montrer un rapport de force pour pousser le gouvernement, les autorités à modifier une décision, à revenir sur quelque chose, à négocier du moins avec les personnes qui ont des revendications. Normalement, c'est ça, c'est l'expression d'un rapport de force. Sauf qu'en fait, ce rapport de force n'existe plus depuis globalement ma naissance, je crois. Les CPE peut-être, ils ont reculé sur le CPE. Dernier exemple de moment où une mobilisation a débouché sur une victoire, j'imagine. Mais depuis lors, les manifestations ne sont plus un rapport de force. Et donc forcément, lorsque tu viens manifester, mais qu'en fait ça sert à rien, que le gouvernement ne va pas t'écouter, qu'au contraire, il va te faire comprendre qu'en fait, ce serait mieux si tu manifestais pas. On a perdu le CPE, je sais pas, j'étais pas né. Mais il y a pas un truc où il est revenu en arrière, je sais plus quoi. Il y a pas eu un rétropédalage. Bon, je sais pas. La loi travail, quelque chose. En vrai, oui, c'est la loi travail qui a vraiment beaucoup changé. Ah, après, pas vraiment. Ce qui a vraiment changé, c'est la COP 21. Il a fait une susmulgation. Ah, ok, d'accord. C'est pas une victoire, c'est une non-défaite. Ok, d'accord. Ok, je connais très très mal l'histoire du CPE. Mais ça, donc, c'est quand même passé, mais ça n'a pas été promulgué, du coup, voilà. Non, pour moi,
là où ça a commencé, alors il y a eu un aspect avec l'écotaxe, mais comme c'était une manifestation plutôt de droite, ça a fait flipper le gouvernement, mais pas tant que ça. Pour moi, ça a été beaucoup la COP 21, où dans le contexte Vigipirate, attentats, etc., ça a été utilisé par le gouvernement Hollande pour réprimer les manifestations écologistes lorsque la COP 21 a eu lieu à Paris. Parce que donc, la COP 21, qui était donc la grande conférence de Paris, etc., qui a mené à l'accord historique où tous les pays du monde se sont accordés pour maintenir les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement de la planète en dessous des 2 degrés. C'était il y a 1,5 degré. Bref. Oui, il y a eu la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, etc. Enfin, c'est vraiment il y avait vraiment une période de mobilisation assez intense. Il y avait la ZAD, il y avait la COP 21. Et ça a été, pour moi, ça a été vraiment la bascule où on assume d'utiliser les moyens antiterroristes et les moyens de maintien de l'ordre pour réprimer activement, en fait, et pour mettre sous le tapis les manifestations et les protestations politiques réelles qu'il y avait. C'était, on fait de Paris la victime parfaite, la victime aussi, la vitrine parfaite du consensus international sur regardez, on aime la planète. Bref. On luttait contre la loi égalité des chances, le CPE n'était qu'un petit élément de la loi, c'était un élément potentiellement anticonstitutionnel, on a perdu en 2006. Ok, d'accord. Bref, donc voilà, la gestion des violences urbaines, et voilà, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de débouché politique possible à partir du moment où la manifestation et le blocage ne constituent plus un rapport de force suffisant, et on l'a vu avec les différents 49.3, c'est pour ça que beaucoup de luttes pour la démocratie en France se sont cristallisées autour de l'usage du 49.3, c'est qu'en fait, le rapport de force qui est normalement censé garantir la négociation et donc la digestion saine des dissensions politiques dans une vision social-démocrate classique, etc. On évite la révolution, on discute avec tout le monde et puis hop, on retire notre projet de loi ou alors on l'amende de façon à ce que tout le monde soit content, etc. Qui est en fait une façon beaucoup plus efficace d'endormir la population et d'endormir un mouvement social, by the way, mais bref, c'est... À partir du moment où il n'y a plus de débouchés à ça, bah forcément, les manifestations deviennent de plus en plus désespérées et deviennent de plus en plus réprimées parce qu'en fait, elles sont considérées finalement comme une épine dans le pied, comme quelque chose de terroriste, puisqu'en fait, à partir du moment où une manifestation ne sert plus à amener à de la négociation et que le gouvernement ne considère plus que les manifestants sont là pour des raisons légitimes et doivent être intégrés à la décision politique, du moins leur revendication intégrée à l'amendement de la décision politique, on arrive à une situation où le gouvernement finit par considérer que les gens n'ont pas de raison de manifester, puisque de toute façon ils vont pas gagner, parce que de toute façon on ne va pas leur offrir ce qu'ils veulent et qu'on va faire un 49.3 quoi qu'il arrive et qu'on va tout faire passer en force. Du coup en fait les manifestants deviennent de fait délinquants, deviennent de fait hors la loi, puisque en fait cette espèce de contrat social-démocrate où rapport de force égale négociation et puis on avance tous main dans la main, etc., blablabla, le bon consensus social-démocrate, à partir du moment où ce consensus n'existe pas, les manifestants sont sortis du contrat social et donc ça devient des manifestations contre le gouvernement, donc contre l'État, donc contre la France. Et c'est pour ça en fait qu'on arrive à cette fascisation du maintien de l'ordre, c'est qu'à partir du moment où la manifestation n'a plus de débouché, elle devient révolutionnaire, puisqu'elle devient une révolte contre sa propre absence de débouché. Et donc, elle devient une révolte politique de beaucoup plus large ampleur que simplement la réforme des retraites ou le CPE ou je sais pas. Bref. Après, le maintien de l'ordre, c'est forcément fasciste un peu, non? C'est autoritaire. Quoi qu'il arrive, c'est autoritaire, le maintien de l'ordre. Après, il y a diverses façons de penser le maintien de l'ordre, notamment au travers de la désescalade. Typiquement, essayer de noyer le dissensus dans une espèce de faux consensus, par exemple en intégrant les syndicats à la décision politique. Ce que je vous parle de vraiment cet endormissement social-démocrate, c'est une forme de maintien de l'ordre qui n'implique pas forcément de réprimer les manifestations. Donc en effet, il y a un rapport autoritaire, puisqu'il s'agit de mettre sous le tapis les dissensions, mais il y a différentes façons de digérer ces dissensions. Regardez le maintien de l'ordre dans nos pays voisins, il y a plein de doctrines, de manières de faire différentes que ce qu'on fait en France. Bah oui, de fou. Typiquement, ce que je vous expliquais de couper les cortèges de manifestations, c'est une doctrine particulière du maintien de l'ordre qui n'existe pas partout et qui a été inventée à un moment, donc ça veut dire qu'elle n'était pas là avant non plus, quoi. En gros, il y a deux maintien de l'ordre bourgeois, il y a la méthode hard et la méthode en douce. Exactement. Et généralement, c'est dans la méthode hard que se développe le fascisme, puisqu'en fait, c'est dans la méthode hard que tu considères activement tes citoyens comme des ennemis de l'intérieur. Les phases de préparation au terrain du rétablissement de l'ordre et les démarches à effectuer une fois l'ordre rétabli y sont méticuleusement détaillées. Au passage, il y est indiqué noir sur blanc qu'il est inutile de faire des sommations au préalable, partant du principe que la police intervient dans le cadre de la légitime défense, l'état de nécessité, la dissipation de l'attroupement et le code de la sécurité intérieure relatif à l'usage des armes par les policiers et des gendarmes. Vous savez, avant, il y avait des tirs de sommation. Ils disaient attention, première sommation et après on va charger. Deuxième sommation et après on va charger. Et ils ont plus de sommation, allez-y, on charge direct. Ouais, c'est intéressant. Ils sont en train de préparer le 10 septembre pour pouvoir charger et tabasser les manifestants sans sommation.
Sommation d'ailleurs qui en fait c'est logique parce que depuis un bon petit moment les sommations ne servaient à rien. C'est-à-dire que en fait avant ils font une sommation, on vous demande de quitter, etc. Évidemment que les gens ils vont pas quitter vu qu'ils sont dans leur bon droit de manifester. C'est-à-dire que le problème c'est que les différentes sommations c'était dans le contexte où les policiers sommaient aux manifestants de faire quelque chose, d'aller à l'encontre de leur plein droit. C'est-à-dire que le plein droit des manifestants, c'est de manifester, c'est de continuer leur attroupement. Je pense notamment aux manifestations pour Gaza, typiquement, manifestations pour la Palestine, où on envahissait la place de la République, on y restait, on l'occupait. Et en fait, de fait, le maintien du dispositif policier et les diverses sommations pour disperser l'attroupement, c'est ce qui a maintenu en fait ces manifestations actives. C'est-à-dire que les policiers, ils n'auraient pas été la place de la République. La majorité des gens, ils auraient quitté la place, ils seraient allés ailleurs, etc. Mais le fait que les policiers empêchent de quitter la place, nassent, et après font des sommations pour ordonner les gens de se disperser, ça fait que la manifestation qui de base était un rassemblement pour Gaza devient une manifestation contre le pouvoir policier, contre l'État, contre Macron et contre ces gens-là qui nous font faire des trucs totalement absurdes, de nous dire de nous disperser alors qu'en réalité ils ont bouclé la place. Donc en fait t'as aussi un truc où ça faisait déjà un moment que les sommations ne servaient à rien, que les sommations étaient déjà des espèces de banalités pour dire de toute façon on va tirer dans le tas et vous pourrez même pas partir. Puisqu'on a bloqué la place. Donc en fait, c'est presque logique, puisque le maintien de l'ordre allait déjà dans cette direction. Les actions sur le terrain étaient déjà de faire des sommations pour des trucs inutiles, et de faire des sommations qui, in fine, allaient arriver au même résultat, c'est-à-dire charger quoi qu'il arrive les manifestants parce qu'ils ont nulle part où aller. Ce qui est fascinant, c'est que cette feuille de route, c'est la suite logique de ce qui se faisait déjà dans les autres manifestations, mais simplement entériné officiellement, quoi. Tout ce qui a été dit sur l'État qui réprime sa population, maintenant c'est juste, ok, très bien, on réprime. Le droit finit par légitimer l'action de la police. Exactement. Ce que j'en débat, c'est pas la preuve de l'impasse de l'inscription bourgeoise élective de la politique parce qu'on devient des technocrates, des compteurs de sommation. Il manquait une sommation, machin, mais en vrai, le problème, c'est pas que l'État possède une branche armée sur laquelle le peuple possède pas de pouvoir de décision. En fait, si, c'est ça, Podiac. C'est exactement ça. C'est que là, en fait, ils disent tout haut ce qu'ils faisaient déjà tout bas. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça va changer qu'ils fassent pas de sommation? Ils vont quand même charger. Ils vont quand même nous foncer dessus. Ils vont quand même nous tabasser. Donc en fait, sommation ou pas, ça change rien. Et ça fait déjà plusieurs années que ça changeait rien. Une sommation, c'est quoi? C'est on vous prévient une dernière fois et après on va vous forcer de le faire. Et donc il n'y a pas de négociation possible avec le préfet, par exemple. Il n'y a pas de possibilité de négocier une occupation pacifique de la place, par exemple. Encore une fois, je reste sur les places de la République parce que c'est des manifestations que j'ai beaucoup faites. Il n'y a pas une façon de gérer la... En fait, non, parce que la police sert avant tout à ce qu'il n'y ait plus personne sur la place publique et que la place publique sert de nouveau à consommer. En fait, concrètement, je pense que cette feuille de route va peut-être empirer la chose, on va dire, va faire passer un cap dans la violence sur le terrain, mais ne va pas fondamentalement changer grand-chose à ce que faisait déjà la police sur le terrain, parce que encore une fois, comme dit, c'est du Foucault, c'est que le droit vient valider ce que met déjà en place la police de façon extrajudiciaire. Il est inutile de faire des sommations au préalable, partant du principe que la police intervient dans le cadre de la légitime défense. Défense de quoi? Et en fait, il y a des manifestants, donc c'est une attaque contre l'État, et la police représentant l'État, c'est une attaque contre la police. Parce que derrière ce truc de « il n'y a pas de sommation légitime défense », ça signifie que la police considère tous les manifestants comme des émeutiers. Parce que si la police décide de te taper, présomption de légitime défense, ça veut dire que tu manifestais, t'étais donc forcément un peu coupable. Mais bon, ça c'est déjà un truc qu'on connaît depuis des années. L'état de nécessité, la dissipation de l'attroupement, pareil, la dissipation de l'attroupement n'a aucun sens face au droit à la manifestation. Le droit de manifester, tout encadré qu'il est, il est uniquement encadré pour éviter que le gouvernement se retrouve un peu débordé par une manifestation. Mais en théorie, même le fait de déposer un trajet de manifestation, le fait d'avoir un accompagnement policier, etc., c'est déjà des restrictions du droit de manifester. Normalement, tu devrais pouvoir manifester où tu veux, quand tu veux, si le droit de manifester était vraiment effectif. Donc en fait, le droit de manifester est déjà énormément restreint, énormément réduit. Pourquoi on se moque de « ah là là, on faisait République Bastille, Bastille République » jusqu'à une manifestation iconique de la loi travail où carrément on a fait Bastille. On a fait Bastille, on a tourné tout autour du canal de l'Arsenal là. Vous savez, donc c'est le coin qui relie la Bastille à la Seine. Donc et on a fait le tour du canal de l'Arsenal et puis après on est reparti. On a littéralement fait une manifestation Bastille pendant la loi travail. C'était ridicule. Mais parce qu'en fait le droit de manifester est déjà attaqué et empêché par le fait de devoir se faire approuver ton cortège de manif, etc., etc., etc. Et le code de la sécurité intérieure relatif à l'usage des armes par les policiers et les gendarmes. La mission de protection des citoyens et des territoires exclut pourtant la presse. Le syndicat SNJ-CGT attire l'attention sur un paragraphe dédié à la connaissance du cadre juridique des violences urbaines, où il est rappelé que l'intervention de la police durant les violences urbaines s'inscrit dans un cadre juridique particulier. Pourquoi? Lequel? C'est-à-dire ils sont au-delà de l'état de droit, c'est ça? Cadre juridique particulier, ça veut dire l'état de droit
T'avais pas pris? Qui doit être connu et maîtrisé par l'ensemble des effectifs intervenants. Une partie affligeante concerne donc la presse. La prise en compte du statut des journalistes tel que consacré par le schéma national du maintien de l'ordre ne trouve pas à s'appliquer dans un contexte de violence urbaine. Donc, dès qu'on fait dégénérer une manifestation, que ça devient une violence urbaine, on peut décréter que l'état de droit est aboli et que les journalistes ne sont plus protégés. Mais ça, on était prévenus, hein. Retailleau, Darmanin, etc., ils n'ont pas manqué de mots pour condamner l'état de droit, pour dire que bon, l'état de droit quand même, bon, c'est un peu chiant, vous comprenez, ça nous empêche de bien taper les Arabes. Oui, c'est pour ça que quand on parle d'une glissade d'un glissement progressif vers le fascisme, bon, ça va de Hollande à aujourd'hui, quoi. Ne trouve pas à s'appliquer dans un contexte de violence urbaine, dit notamment le texte. Donc ils ont créé en fait une catégorie, celle des violences urbaines, dans laquelle on abolit l'état de droit. Point barre. Contactée par l'Humanité, Soraya Morvan-Smith, secrétaire générale adjointe du SNJ-CGT, alerte sur l'importance de ce document publié à la veille des contestations sociales du 10 septembre. Le ministère de l'Intérieur dit que le document a vocation à répondre à toutes les situations de violence urbaine jusqu'aux émeutes insurrectionnelles caractérisées par une très haute intensité. Cela ouvre la porte à un usage dérogatoire à peu près dans toutes les manifestations. Bah oui, tu fais une manifestation, la police commence à charger et à la faire dégénérer, hop, t'avais pas de preuve que c'était pacifique avant, et du coup tu peux très bien dire que non mais c'était une violence urbaine et la police agit dans son bon droit comme on a depuis des années et des années et des années, à chaque fois après une manifestation. Des violences urbaines ont éclaté en marge de la manifestation, les casseurs, et qu'on avait des débats sur les casseurs pendant toute la soirée après une manifestation, quoi. Oui, Darmanin qui dit les droits de l'homiste. Oh, les droits de l'homiste, ils nous font chier quand même. Et pose la question, un journaliste est-il interdit d'avoir accès à certaines zones en France? Certaines zones qui sont sur la voie publique quand même. Pour nous, c'est une grave atteinte à la liberté d'informer. D'autant, reprend-elle, n'oublions pas que les journalistes sont devenus une cible lors des manifestations, y compris des casseurs, mais aussi des personnes qui critiquent les médias et qui vont vouloir en découdre avec les symboles de ce que représente la presse. Ils étaient obligés de mettre du ouin-ouin. Hein. Ils étaient obligés de mettre du ouin-ouin. Ouin-ouin, quand j'arrive dans une manifestation avec ma caméra BFM TV, les gens ils me regardent mal et puis ils me disent de me barrer parce que quand j'arrive avec mon micro CNews en manifestation, les gens ils me salutent un peu, quoi. En fait, si les journalistes pouvaient arrêter d'avoir ce réflexe corporatiste permanent et se poser quelques questions, genre, d'autant, n'oublions pas que les journalistes sont devenus une cible lors des manifestations, y compris des casseurs, mais aussi des personnes qui critiquent les médias. Donc en fait, simplement, les journalistes, ils sont juste jaloux des flics. Ils sont jaloux que les flics puissent avoir une présomption de légitime défense dès que quelqu'un veut critiquer l'État ou critiquer la police. Parce que les policiers sont devenus une cible des personnes qui critiquent la police. Et après, c'est aussi ça, parce que en gros, je suis allé taper sur Google schéma national, violence urbaine, etc. J'ai vu quelques articles qui remontaient à 2024, 2023 et tout. Mais j'ai pas vu d'article récent. Et en fait, le seul article récent, c'est l'Humanité. Et en fait, je pense que c'est l'Humanité qui a sorti le truc, parce que j'imagine, vu que c'est SNJ-CGT, il y a des liens quand même d'acquaintance avec les gens de gauche dans les médias qui sont en mode oulala, c'est un peu une dinguerie, on va un petit peu éplucher ce que raconte Retailleau. Mais du coup, ça veut dire que la news par laquelle la police admet officiellement que c'est la doctrine nationale, du coup, a été révélée par la presse uniquement sous l'angle des journalistes. Alors je suis d'accord que c'est une dinguerie de réduction du droit de la presse comme ça, hein, je suis totalement d'accord. Mais je trouve que ça interroge quand même sacrément une tendance chez les journalistes de se considérer eux-mêmes comme l'alpha et l'oméga de la démocratie. C'est comme on a vu avec Chikirou. Oh là là, mais comment vous pouvez dire que la Chine n'est pas une dictature, il n'y a pas de liberté de la presse en Chine, etc. Je suis d'accord que, en effet, la liberté de la presse est une des dimensions qui permet d'échelonner le degré de démocratie dans un pays. Oui, mais le droit à manifester aussi, mais la gestion des manifestations aussi, mais la façon dont les manifestants sont progressivement constitués comme un ennemi de l'intérieur aussi. Et genre, t'as une espèce de truc qui commence un petit peu à me fatiguer là en ce moment, où j'ai l'impression que les journalistes commencent à percevoir qu'ils perdent une bonne fois pour toutes une forme de statut d'exception et que il y a une espèce d'illusion que défendre leur statut d'exception va ruisseler naturellement sur la population française, quoi. Rappelons que le travail des journalistes est d'informer de façon factuelle ce qui se passe dans les moments difficiles. Là, une zone d'ombre est créée, ce qui permet éventuellement à la police de se lâcher, de faire leur métier sans aucun contre-pouvoir. C'est extrêmement dangereux et c'est aussi grave pour la sécurité des journalistes parce que ça peut les mettre en danger. En fait, ils peuvent être tabassés par la police, par des gens présents lors des manifestations. C'est vraiment, ils sont obligés de dire on a peur de la police, mais on a aussi peur de se faire tabasser par les manifestants. C'est quand la dernière fois que vous êtes fait tabasser par des manifestants et c'est quand la dernière fois que vous êtes fait tabasser par la police? Exactement, dites-nous. Parce que moi, j'ai beaucoup d'exemples de journalistes qui se font tabasser par la police, mais pas beaucoup de journalistes qui se font tabasser par les manifestants. À la rigueur, vous vous faites insulter. Ok, d'accord, c'est pas très agréable, etc. Ça vous fait un petit peu mal vous sentir. Mais après, posez-vous la question de pourquoi vous avez aussi mal monté votre sujet pour dire que globalement, les manifestants sont tous des veaux.
C'est hyper inquiétant en réalité. Les syndicats de journalistes montent au créneau. Les syndicats de journalistes se saisissent du document du ministère de l'Intérieur. Plusieurs organisations de défense des libertés et des droits, RSF et la Fédération internationale du journalisme, ont été alertés. Nous devons vraiment peser de tout notre poids sur ce qui nous paraît vital. C'est un recul pour notre société démocratique, conclut la syndicaliste. Ce jeudi matin, le syndicat national des journalistes dénonce dans un communiqué de presse une attaque en règle contre la liberté d'informer et d'être informé, et annonce avoir mandaté un cabinet d'avocats pour déposer une requête en urgence devant le Conseil d'État et un dossier au fond d'ici fin septembre. Le SNJ appelle toutes les organisations attachées aux libertés fondamentales à le rejoindre dans cette procédure pour lutter contre cette menace qui vise à museler la presse. En fait, c'est ça qui est frustrant. C'est que, franchement, au début, quand j'ai sorti l'article de l'Humanité, j'étais en mode, vas-y, il y a un article de l'Humanité là-dessus, c'est basé, vas-y, on va parler de la circulaire de Retailleau, enfin pas de la circulaire, mais de sa doctrine de maintien de l'ordre, et de en quoi, pour le 10 septembre, Retailleau prépare une démonstration de force musclée et une répression sans précédent du mouvement social. Et en fait, j'ai été déçu par l'article, quoi. Parce que, en fait, l'aspect de la liberté de la presse, il est important, je suis totalement d'accord. Genre, c'est vraiment un aspect fondamental de la doctrine de Retailleau, mais le fait que la conséquence sur les manifestants ordinaires soit presque balayée comme ça dans l'article en mode ah oui, et au fait pour les manifestants c'est pas ouf. Désolé, hein, je fais partie des gens qui critiquent la presse, qui critiquent les journalistes, mais ça nous donne un peu des raisons, quoi. En fait, c'est un peu frustrant, quoi. Parce que les syndicats de journalistes et ce genre de trucs, ce genre de news sur les journalistes vont être beaucoup lus par les journalistes eux-mêmes et du coup vont beaucoup influer sur la façon dont ils se perçoivent et dont ils perçoivent les manifestants. Et donc en fait, désolé, mais si la responsabilité des journalistes est de rapporter les faits factuellement, bah allez-y, comparez le nombre de fois où vous vous êtes fait tabasser par des manifestants et le nombre de fois où vous êtes fait tabasser par la police. Navré, mais les journalistes de frontières ne comptent pas. Voilà. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.